Voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez encore quelques minutes d'attention pour nous. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé, je pense, sur le timing. Mais, on voulait vous présenter le produit d'un travail en cours. Effectivement, comme Marie l'a expliqué tout à l'heure, on a nous-mêmes observé, enfin, Marceline en particulier, qui a fait ce travail d'observation, en observant le processus de création. Et donc, on voulait vous présenter un petit peu des premiers résultats d'analyse sociologique de ce travail. Et donc, le point de départ de ce travail, c'est de dire essayer d'analyser le dispositif que Arnaud et Jérôme créent comme un dispositif évidemment qui vise à rendre public, à diffuser de manière large et d'une façon originale et très amusante des connaissances scientifiques sur l'école et les inégalités scolaires, mais évidemment pas seulement. Donc il y a un effort de vulgarisation d'une certaine manière, mais aussi un enjeu, vous l'avez vu, politique, un engagement. Il s'agit de rendre au fond visible des réalités sur lesquelles on veut lever le voile, des réalités qui sont jugées problématiques. Et d'ailleurs, c'est très clair dans les ambitions. Oui, donc dans les ambitions qui sont même formellement formulées, même pour la remise de projet très officielle, c'est de stimuler l'esprit critique, notamment des spectateurs, en confrontant les opinions sur l'école face aux résultats de la recherche de l'éducation, donc d'avoir vraiment ces deux versants-là, mais aussi de faire ressentir donc, les nombreuses raisons sociologiques qui sont, ou alors structurelles, cognitives, pédagogiques, qui font que l'école ne fonctionne pas quand il s'agit de donner à tous les enfants les mêmes chances de réussir. Donc il y a aussi tout cet aspect émotionnel qui est là, de faire ressentir au spectateur ou à la spectatrice, sans spécialement tout expliquer. C'est une dimension qui est très présente aussi dans la forme longue qui est pour le moment en construction. Voilà, et donc notre question de recherche, au fond, c'était de se demander mais comment les deux artistes s'y prennent-ils pour rendre visible. C'est la même que la nôtre en fait. On se pose la même question tout le temps. Voilà. Voilà. Et donc on a regardé et on a mené effectivement une enquête qui est toujours en cours par observation participante dont Marceline va vous parler. Oui, donc effectivement c'est toujours en cours, donc c'est dans le cadre de mon stage et maintenant de mon mémoire. Donc ici, j'ai commencé à faire de l'observation participante depuis fin juin. Donc j'accompagne Arnaud et Jérôme durant leur semaine de création, quand c'est possible, aussi dans les moments d'écriture, donc les moments de discussion autour des points nœuds du spectacle, aussi durant les répétitions de la forme courte et certaines représentations aussi de la forme courte. Ce qui fait que là, j'ai on va dire emmagasiné pas mal de matériaux très différents, donc des enregistrements que je suis en train d'analyser, de retranscrire, durant les discussions, les semaines de création, vraiment les moments nœuds du processus. J'ai aussi accès aux vidéos de certains moments de tournage et aussi tous les documents, en fait, tout le drive de tous les documents de création et de tout l'enchaînement qui va être fait durant la forme longue. Donc j'ai pas mal de matériaux là pour le moment. Mais c'est toujours en cours d'analyse et on va déjà vous présenter les premiers résultats, on pourrait dire ça comme ça. Tout à fait, avec quelques éléments un peu théoriques. Donc, comme je disais, l'idée, le point de départ, c'est de partir du constat qu'il y a cette envie, cette intention de rendre visible, enfin de rendre public d'abord, de rendre public des connaissances, avec l'idée qu'en rendant public ces connaissances, on va essayer de rendre visible des processus qui contribuent à la fabrication des inégalités et qui sont jugés problématiques. Mais comment faire, au fond, pour opérer ce lien, comment, parce que rendre public n'implique pas automatiquement de rendre visible, et donc la question qu'on se demande, c'est comment procède-t-il concrètement, et donc l'hypothèse, c'est que précisément pour rendre public et essayer de rendre visible, pour finalement rendre politique la question des inégalités sociales face à la scolarité, eh bien, notre hypothèse, c'est que Arnaud et Jérôme développent des prises. On s'inspire de la sociologie pragmatique, des travaux notamment de Francis Chateau-Renaud et d'autres qui mettent en évidence l'idée de prise. C'est quoi des prises? Ce sont, au fond, c'est une espèce de concept métaphorique qui fait référence un petit peu à l'escalade, c'est-à-dire c'est tout ce que le dispositif met en place pour attraper l'attention, pour capter l'attention, accrocher le public,
lui permettent de s'agripper à ce qui est expliqué, et pour atteindre évidemment les objectifs qui sont fixés. Et donc pour créer des prises, notre hypothèse, au fond, c'est de dire que dans le spectacle, il s'agit de rendre sensible. Rendre sensible, et donc il y a un travail de sensibilisation qui est à la fois un travail, je dirais, sur le sens, donc, qui renvoie à la vulgarisation assez classique, et donc il s'agit de rendre intelligible, de rendre compréhensible, de rendre accessible au sens, à l'entendement, donc d'une part, et puis il y a un travail aussi sur les émotions, donc rendre sensible pour essayer de toucher, pour essayer d'émouvoir, d'une certaine manière, le spectateur. On peut dire aussi que rendre sensible s'entend dans un troisième sens, le sens précisément de rendre politique, c'est-à-dire qu'il y a un travail aussi de mise en mouvement à travers l'émotion. On essaye aussi d'émouvoir, mais pas seulement, on essaye aussi de mouvoir, enfin émouvoir, pour mobiliser, pour mettre en mouvement. Et donc, rendre politique, c'est vraiment cette idée de susciter le questionnement chez les spectateurs pour produire peut-être un changement d'attitude, et éventuellement peut-être de comportement, de pousser à l'action, à la mobilisation. Bref, il y a un passage de la publicisation à la visibilité, puis à la politisation, qui ne va pas de soi, mais qui nécessite le passage par le rendre sensible et par le développement de prises. Et donc, en ce qui concerne l'analyse de ces prises, c'est un petit peu là qu'on en est pour l'instant dans le travail, il y a un certain nombre de grandes prises qu'on a déjà identifiées, qui sont utilisées par Arnaud et Jérôme pour rendre sensibles leurs propos et les inégalités. Et donc, il y a notamment la question de produire des faits tangibles. Donc ici, notamment, dans ce que je vais un peu revenir sur ce que vous avez vu avec la forme courte, plutôt que de spoiler la forme longue. C'est notamment via les chiffres qui ont été présentés, de se baser sur par exemple l'écart de 3 ans, qui est un fait qui a été observé sociologiquement, mais qui est vraiment une prise pour pouvoir mobiliser et aussi rendre vraiment politique et saillant. Aussi de dire par exemple les taux ici à la fin avec la musique, d'exposer toutes les statistiques, donc tous ces faits-là. De dire aussi que c'est le taux le plus bas d'Europe en comparaison avec d'autres, donc d'arriver comme ça avec des faits. Une autre grande prise qui est utilisée, c'est le fait de créer des liens, de créer des associations nouvelles, de permettre de déplacer le regard. Ici notamment, un lien qui a été fait, qui est un peu surprenant et qui est expliqué par la suite, c'est le lien entre les prénoms et la réussite, qui vient d'une étude, mais il y a des liens qui sont en fait mobilisés partout. C'est même, je pense, dans la forme courte, parce que de base, au début de la forme courte, il y a un petit questionnaire, et le but aussi est de faire le lien avec le questionnaire du début, et tout ce qui est représenté, et aussi de faire le lien entre l'expérience que Arnaud et Jérôme ont eue en tant que profs, et la sociologie, et donc de mettre vraiment tous ces savoirs-là en lien. Et puis, il y a évidemment deux autres grands types de prises qui sont un peu transversales dans tout le travail d'Arnaud et Jérôme. C'est le fait de chercher à susciter des émotions, et parmi ces émotions, de recourir notamment à l'humour, qui est omniprésent. Oui, ça c'est très transversal dans le théâtre même, enfin on pourrait dire dans le théâtre en général, de susciter les émotions, de recourir à l'humour et de jouer entre les registres. Ici, je ne vais pas vous donner les exemples de recours à l'humour parce que je pense que vous l'avez vécu quand vous avez rigolé. Et susciter des émotions aussi, notamment par exemple via la musique, qui rajoute une dimension aussi émotionnelle qui est aussi importante ici dans la forme courte. Voilà, et donc le travail sur les prises se joue aussi à travers des opérations clés de la fabrication du spectacle, à travers notamment la sélection des connaissances. Quelles sont les connaissances qui vont être retenues, qui vont faire finalement, à travers tout ce fameux tableau, il y a tellement de choses, et puis sur quoi est-ce qu'on met le doigt, qu'est-ce qu'on retient, et donc, et aussi comment est-ce qu'on va mettre en forme ces connaissances. Et quelque chose qui a été très important, je pense, dans le processus de création, c'est en fait la combinaison de cette sélection de qu'est-ce qu'on va dire et de comment on va le dire, et en fait la sélection se fait aussi via l'imbrication des deux, c'est-à-dire de trouver quelque chose d'intéressant à dire, mais trouver aussi une manière de le dire. Et c'est ce que Arnaud et Jérôme ici appellent les perles, et donc des savoirs où ça résonne tout de suite comme déjà un intérêt pour le fond et un intérêt aussi pour la mise en forme en fait de ces savoirs-là. Un autre exemple qui est très concret, qui a été directement exposé, c'est l'affiche du spectacle.
dont je peux un peu vous parler, qui est ici le recours à l'image pour vraiment imager une métaphore, et c'est une métaphore qui est utilisée en sociologie, mais que Arnaud et Jérôme ont renversé, donc c'est l'image du poisson dans l'eau, de dire que les élèves qui sont habitués à la culture scolaire et qui ont vraiment un fort capital culturel sont comme des poissons dans l'eau, et de renverser un peu ça en montrant un poisson hors de l'eau. Donc c'est aussi un exemple de prise qui sort et qui a été un peu tiré. Et d'ailleurs, les techniques de métaphore et de recours à l'image sont des techniques de vulgarisation qui sont observées vraiment très largement. Et aussi dans le monde scientifique, la métaphore est fortement utilisée pour tout ça. Donc voilà pour cette prise. Voilà, et donc pour conclure, au fond, évidemment, on a essayé ici sur notre schéma de symboliser, au fond, on les a encadrés dans un cercle, parce qu'au fond, il y a aussi toute une série d'autres éléments qui participent du processus de création, et notamment, par exemple, des contraintes éthiques. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Arnaud et Jérôme convoquent des émotions, on pourrait dire d'une certaine manière qu'ils manipulent les émotions, mais c'est une forme de manipulation, mais honnête, en quelque sorte, qui est éthique, parce qu'il s'agit de rester rigoureux par rapport aux savoirs qui sont transmis, de ne pas trahir le fond, mais aussi une finalité noble, effectivement, de chercher à dénoncer des inégalités, œuvrer pour l'amélioration du système. Et puis donc une autre contrainte qui est présente, c'est une contrainte finalement qui est partout présente en vulgarisation, c'est la contrainte esthétique, la contrainte artistique ou poétique, c'est-à-dire qu'au fond, c'est pas juste vulgariser, c'est aussi créer une œuvre culturelle. Et donc, par exemple, il y a ce souci permanent dans votre travail, qu'on pouvait l'observer dans le matériau, de ne pas tomber par exemple dans le cliché et donc dans le déjà-vu, dans le plan-plan. Et donc proposer une mise en scène qui soit originale, avec des prises, pour reprendre notre vocabulaire, inédites en quelque sorte. Et donc, par exemple, dans ce qu'on a pu observer, c'est que vous aviez imaginé tout un tas de choses, tout un tas d'idées qui finalement dans le processus de création sont abandonnées. Et par exemple, le fait d'opter pour un dialogue qui mettrait en scène un monsieur théoricien et un monsieur empirique, qui illustrerait ce qu'on a fait finalement ici, en quelque sorte, moi et Marceline, d'une certaine manière, le prof qui présente la théorie, l'étudiante qui présente les résultats empiriques. C'est typiquement quelque chose qui manque cruellement d'originalité, que vous avez rejeté d'emblée, et que nous avons repris pour illustrer en quelque sorte, et en inversant le processus. Et donc ce cliché, évidemment, se double d'un cliché genré, puisque c'est l'homme qui présente la théorie, la jeune femme qui présente l'empirie. Donc voilà, monsieur théorie, madame empirie, encore une fois, on a joué ici sur le cliché en toute conscience, et donc ce cliché de mise en scène est réalisé par des amateurs. Vous serez évidemment suffisamment avisés pour ne pas le reproduire dans vos spectacles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci. On va prendre du coup quelques questions. Je crois qu'il y avait un micro. Si le micro ne circule le micro est là. Ah, Sur la table. est-ce qu'il y a des questions? D'abord, merci pour tout, pour les conférences et pour le spectacle. J'ai effectivement beaucoup apprécié le contenu à la fois et je beaucoup ri. Alors c'est peut-être dans ce sens-là que je vais aller. Je me demande si le fait de faire rire ne veut pas avoir aussi un effet contre-productif, c'est-à-dire que les gens vont prendre beaucoup de plaisir et puis dans le fond vont en rester là. Rire, effectivement. Rire par exemple parce que les chercheurs ont donné tous des réponses différentes, etc. Comment, je suppose que tout ça vous le
sentez bien, vous le savez bien. Alors, comment essayer de doser la part, effectivement, de connaissances, bien, et enfin, de vouloir sensibiliser le public à un véritable problème, tout en faisant rire, et en faire en sorte que le rire ne détourne pas, justement, du but véritable. Ça, c'était la première question. J'en ai même une deuxième, mais peut-être... Oui. Déjà, donc, Francis Moreau, directeur de l'université. Président, pardon. Pas directeur, et j'étais inspecteur pédagogique régional de philosophie. Donc je connais les problèmes de l'éducation. Et justement, mais peut-être je pose la deuxième question. Bon, allez-y. Bon, la deuxième question, c'est que vous parlez du passage effectivement de la sensibilisation aux politiques, qui semble effectivement l'essentiel. L'essentiel. Or, je me demande, moi, finalement, l'efficacité, parce que ce que vous dites, tout le monde le sait. Et je peux vous dire que j'ai rencontré très souvent des enseignants où nous parlions de nos enfants. Je leur expliquais la mixité, l'importance de la mixité. La réponse était, mais moi je veux pas que mon enfant rate. Moi je tiens de mon enfant, je veux qu'il réussisse. Or je sais que s'il a des chances de réussir, il vaut mieux qu'il aille dans tel établissement, qu'il choisisse telle filière. Le résultat politique, ils le savent. Tout à fait. Je pourrais vous donner d'autres anecdotes plus graves que cela, vous savez. Et donc, comment, effectivement, le passage aux politiques. Là, je crois qu'il y a une décision politique à prendre qui... Enfin, je vais m'arrêter. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On va prendre juste une question. Enfin, tu prends note des questions. Le rire, le politique, les gens savent déjà. Le rire, les politiques, les gens savent déjà. Je suis Valérie Flamandès, je suis responsable artistique d'une compagnie de théâtre et je voulais juste partager quelque chose parce que qui va peut-être répondre en partie à monsieur. Depuis tout à l'heure, je vois que vous avez envie de ramener de l'émotion à la sociologie, un peu comme s'il y avait le côté rationnel et le côté émotionnel. Avec la présence d'artistes et tout ça. Et en fait, je voulais partager une découverte que j'ai fait récemment et qui, moi, m'a vraiment bouleversée. C'est un monsieur qui s'appelle Hartmut Rosa et qui a fait un livre qui s'appelle Résonance. Et en fait, qui, lui, propose une entrée sur le domaine de qu'est-ce qui nous met en lien avec le monde, qu'est-ce qui nous rend vivants avec le monde et qu'est-ce qui nous fait résonner. Et finalement, je pense que, pour moi, c'était vraiment une révélation parce que c'était quelque chose que je revivais empiriquement, et quand vous preniez l'exemple de Kevin, il raisonne pas du tout avec ce qu'on veut lui enseigner à l'école. Et finalement, quand on utilise l'art, le théâtre, l'art plastique, etc., on utilise quelque chose qui va nous permettre de raisonner avec le monde et de le comprendre intimement avec notre être. Donc oui, il faut rire. Oui, merci. Parce que c'est comme ça qu'on va le comprendre vraiment, l'expérimenter. Moi, ce que vous avez dit, je ne le savais pas. Donc c'était une découverte pour moi qui était néophyte. Et ça me permet aussi de réaliser cette chose-là et d'avoir envie de peut-être d'y répondre. Mais en tout cas, c'est sûr que l'art est là pour révéler et pas forcément pour apporter des réponses. Ça, c'est encore l'histoire du politique et une autre étape, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je vais essayer du coup d'essayer de répondre à la question de l'implication politique de les gens savent pas, et puis après peut-être je laisserai la parole sur l'humour, peut-être, oui, c'est ça. Sur l'humour, j'ai qu'un truc à dire, c'est que nous on sait pas faire autrement, puisque globalement, moi quand je lisais déjà des livres de sociologie avant, et que chaque fois que je m'intéresse à un sujet qui soit politique, sociologique, philosophique, je ne peux pas m'empêcher de voir l'humour des gens qui l'écrivent derrière ce qu'ils disent, et c'est ce qui m'intéresse le plus en fait dans ce que les gens disent. C'est quand je lis un philosophe ou un sociologue, je me dis là, il s'amuse. Le sociologue s'amuse avec les mots qu'il choisit, avec la formule, et donc ça m'amuse aussi, et c'est ce que je retiens en fait, c'est ce qui reste dans ma tête. Et tout ce qui est très théorique ou très etc. Bon, si parfois j'ai des surprises de compréhension qui sont très belles, mais l'humour c'est saillant chez moi quand je lis, quel que soit ce que je lis, donc c'est une manière de le partager. Mais donc ce que je voulais dire par rapport à la dimension politique, c'est que nous on a évidemment un objectif et une dimension politique dans ce qu'on fait depuis le début. Sur l'orthographe c'était pareil, l'idée c'était de désacraliser, d'avoir un rapport politique à l'orthographe qui est politique comme tout est politique, vous le savez, je dois pas, enfin en tant que sociologue vous travaillez là-dedans, mais l'idée c'est vraiment soit d'apprendre des choses aux gens, ça, je pense qu'on a quand même le petit espoir que dans les salles de théâtre
notamment dans certains profils, parce que les Pas salles de théâtre... que des profs. Il n'y a pas que des spécialistes de la sociologie de l'éducation, et que donc je pense qu'il y aura quand même des choses que les gens vont apprendre, ou en tout cas ils vont apprendre l'ampleur des dégâts, le problème. Une chose par exemple qu'on n'a pas encore bien poussée, mais on dit c'est le taux le plus bas d'Europe, mais la Belgique et la France sont les deux pays qui, en termes de reproduction d'inégalité dans PISA, marquent avec la Hongrie le plus grand taux de reproduction entre l'indice socio-économique et les résultats des élèves. Donc là, je pense que les gens n'ont pas conscience de l'ampleur du problème, parce que c'est chez nous que c'est pire. Donc ça vaut le coup de le souligner. Et après, même pour les gens qui savent, et qui, très légitimement, comme vous le dites, se disent « je ne vais pas déclasser mes propres enfants », parce que s'il y a des bonnes et des mauvaises écoles, c'est complètement absurde d'imaginer de demander aux parents de choisir de mettre leurs enfants dans de mauvaises écoles. Ça n'a pas de sens. C'est comme les impôts, personne n'a envie d'en payer, mais à un moment donné, il faut bien que l'État lui-même décide de répartir les richesses ou de travailler à cette répartition. Donc, mais on ne va pas demander aux gens combien vous voulez payer d'impôts, ce serait très contre-productif, je pense. Donc l'idée, c'est vraiment qu'à un moment donné, on puisse, avec les gens qui savent ces inégalités et qui en sont conscients et qui participent parfois souvent à leur corps défendant, parce que, alors ça dépend aussi de vos tendances politiques, mais il y a beaucoup de gens de gauche qui souffrent de devoir mettre leurs gosses dans des écoles élitistes et en même temps, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc nous, l'objectif, c'est vraiment de rendre tous ces gens-là intranquilles sur leurs privilèges, sur l'idée qu'ils sont rentrés dans une logique, etc. Et alors pas les accabler, mais leur donner la possibilité d'avoir envie d'agir, en fait, simplement, de se dire ok, on ne peut pas faire autrement, pas les culpabiliser, parce que on expliquera dans le spectacle que c'est normal que ce ne soit pas aux parents de choisir une mauvaise école pour ses enfants, ça n'a pas de sens, mais que sur le côté, on peut agir avec l'école dans laquelle on se trouve, faire pression pour qu'il y ait plus de mixité, proposer aux profs de réfléchir à ces questions-là, aux élèves, et même aux enfants issus de milieux favorisés, de se dire, à Diane, de lui dire, de ne pas claironner à tous les... Il y avait ça, je pense, dans la présentation précédente, cette idée de ne pas concevoir qu'en fait on a été privilégié et que du coup dans la vie on insiste, c'est le dessin qu'Antoine nous a montré hier, qu'on insiste sur le fait que quand on interroge quelqu'un, c'est le Monopoly, quand on interroge, on avait une vidéo sur un Monopoly, on fait jouer au Monopoly plein de gens, et puis on donne le triple de l'argent au début de la partie de Monopoly à un des joueurs, et après on fait des interviews où on demande qu'est-ce qui fait que vous avez gagné. Dans 80% des cas, les gens qui avaient le double ou le triple d'argent au départ justifient leur victoire par leur tactique de jeu, et pas par le fait qu'ils avaient 3 fois plus d'argent au départ. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, s'interroger sur les privilèges qu'on a eus, je pense que c'est sain pour tout le monde, y compris pour les gens qui seront au théâtre, puisqu'il faut savoir aussi qu'on interroge le profil sociologique du public au début du spectacle, avec de l'interaction, et que dans 85-90% des cas, au théâtre, il n'y a que des gens qui ont fait du général et qui ont eu accès à des études. Voilà, donc c'est ça en fait. Oui. Et par rapport à l'humour, je repensais à ce que tu disais quand tu lis un livre et qu'à un moment, même si c'est un livre très sérieux, on sent que la personne se lâche un peu, utilise le style et fait un effet qu'on ne qualifie pas d'humour, mais d'esprit. Oui, c'est ça. Ça c'est comme quand vous écoutez de la musique, c'est du jazz, vous faites comme ça. Vous voyez, c'est pas franc comme appréciation, c'est le même rapport. Et nous, on avait juste envie de mettre le potard. Nous, on a une ligne de conduite par rapport à cet humour. Et on s'est posé la question il y a 2 jours, justement, de l'effet, est-ce que ça pourrait pas être contre-productif? On en a parlé il y a 2 jours. C'est que, d'abord, il n'y a aucune blague qui est gratuite. Ça, c'est notre règle. Alors, parfois, le sens n'est pas le plus évident, mais il y a toujours une raison derrière, ça dit toujours quelque chose quand même, si on la laisse un peu maturer. Par exemple, il y a une erreur dans votre PowerPoint, il n'y a pas de jeu de mots. Oui, c'est ça, ça fait des jeux de mots. Il y a des traits d'esprit de l'humour, mais il n'y a pas de jeu de mots. On l'a réorienté. Ah oui, on l'a réorienté. Ah oui, c'est elle t'a eu. Et la deuxième chose, c'est que soit l'humour va être suffisant. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je regarde en tant que spectateur? Et si je rigole, j'ai ma réponse. Ah, j'étais là pour m'amuser. Et à partir du moment où j'ai ma réponse, peut-être je ne vais pas aller chercher plus loin. Et dans ce sens-là, effectivement, ça pourrait être contre-productif. Mais nous, on voit ça plutôt comme de la vaseline. C'est-à-dire, il rigole, ça fait baisser les armes. Parce qu'on a des sujets qui sont polémiques, et si on lève un peu ou qu'on serre un peu le poing, on va avoir la même chose en face. Et donc c'est une stratégie pour arriver à ce que quelque part on amollisse le cerveau pour que les choses soient reçues quoi qu'il arrive. Voilà. Une métaphore. Et que ça grince. Mais ça grincera, et il y a une chose, c'est qu'aussi, une fois qu'on a amené
tout le monde à vivre ça avec légèreté. Les choses qui ne sont pas légères dans le spectacle, parce qu'il y a des moments qui ne seront pas légers dans le spectacle, on les reçoit beaucoup plus fort, on est vraiment on les prend directement. Ça grince et que il y a une responsabilité qui aille. Moi je parle pas de culpabilité, mais de responsabilité. Absolument. Justement, chacun. Tous ces gens qui mettent leurs enfants à l'école alsacienne à Paris, Dont le ministre. Tout à fait. Oui, absolument. Non, mais la vérité est celle-ci, et donc, moi j'ai adoré, vous avez fait ça, c'est formidable. Attendez, je vais vous donner le micro peut-être. Mais si vous dites que c'est formidable, il faut le micro. Hein, non, je trouve ça formidable la façon dont vous nous prenez. Il faut le prendre justement, avec humour, parce que c'est nécessaire. Et que ce problème n'a pas bougé depuis combien d'années? Donc il est temps que tout le monde en ouvre ses oreilles et que des jeunes filles et jeunes gens soient dans la salle et participent de ça, parce que c'est quand même très très important. Mais c'est vrai que moi, c'est tellement génial. Vous qui travaillez sur Vallès, donc allez relire Vallès, la trilogie Vallès, l'humour décapant, et le moment où ça grince, et ça fait très très mal, et on ne peut plus rire. Parce que ça fait très mal. Et donc, hop, on renvoie la responsabilité là où elle est. Et donc, à Gabriel Attal, En Marche, et tout ça, et notre ministre, et quand même, c'est ça qui est très très important. Parce que c'est vrai qu'un spectacle comme ça, c'est un tabac. Ça tourne partout. Mais il faut justement... Non, mais c'est évident. Nous, on a fait 600 000 spectateurs avec Vallès. Et pourquoi? Parce qu'après... on avait ce chantier que j'expliquais tout à l'heure, avec Garrigou, les fameux apprentissages de la République de la citoyenneté, mais de la révolte à l'engagement. C'est ça. Donc il y a une... pour moi, c'est formidable, c'est un outil génial que vous avez dans les mains. Mais, voilà, j'ai dit ce que je pensais. Mais bravo, mais bravo. Merci. Non. Peut-être